Bonjour à toutes et tous. Avec Jean, dernièrement, nous avons été invités à faire une présentation lors de la semaine Data MSHS. C'est une semaine de présentation autour de différents domaines tels que l'intelligence artificielle, la science ouverte ou le traitement de données. Nous, dans ce cadre-là, on a pu faire une présentation autour de la crise de la réplication avec comme exemple la psychologie. Dans cette présentation, on a essayé de dresser un tableau clinique des problèmes de réplication d'études dans la littérature, de domaines de recherche qui utilisent surtout les statistiques inférentielles, mais pas seulement ces domaines-là finalement. Dedans, on peut y parler de faux positifs, le fait de conclure qu'un effet existe alors qu'en fait non, ou bien de faux négatifs, le fait de dire qu'un effet n'existe pas alors qu'en fait si. Mais on parle également des mauvaises pratiques de recherche qui vont faire enfler les risques de faux positifs, et on va parler aussi des outils statistiques qui vont nous permettre de détecter mais aussi de corriger ces mauvaises pratiques de recherche. Et donc sans plus attendre la présentation. Donc, je laisse nos deux présentateurs se présenter eux-mêmes et puis on pourra commencer à partir de là. Merci beaucoup, Germano. Donc du coup, bonjour à tout le monde. Je vais faire cette présentation en collaboration avec Thomas Mangin, un collègue du même laboratoire que moi. Donc moi, je suis Jean Monéger, je suis doctorant en psychologie sociale au CERCA, donc un des laboratoires de la MSHS. Mais Thomas, je peux peut-être te laisser te présenter aussi. Donc moi, c'est Thomas Mangin, je suis aussi donc doctorant au CERCA. Je travaille aussi en psychologie sociale et aussi en lien avec l'effort physique. Voilà. Du coup, on va vous faire une petite présentation sur un peu la métascience, donc cette discipline qui prend comme objet la science en fait en elle-même. On va s'intéresser de manière scientifique à la science et on va prendre souvent comme exemple donc la psychologie, comme le propose le titre de cette présentation, étant donné que c'est ce qu'on connaît le mieux en tant que psychologue. Ceci étant dit, vous allez voir que normalement, ce qu'on va dire devrait intéresser plus d'une discipline, en tout cas on peut l'espérer. Et j'espère que vous allez pouvoir en retirer des choses pour vous-même en fait, pour vos propres travaux. En termes de plan, on a décidé de partir sur un plan qui est, c'est un peu à visée humoristique, mais un plan médical, entre guillemets, à savoir, il y aura un petit préambule sur la notion d'erreur qui me semble important pour bien comprendre tout ce dont on va parler plus tard, mais on va aborder ça comme étant une maladie, la crise de la réplication, avec une partie épidémiologie, une autre partie étiologie, symptômes et diagnostics et traitement, hein. Évidemment, il ne s'agit pas d'une maladie comme une autre, hein, mais c'est assez amusant de l'aborder sous cet angle-là. Donc déjà, dans un premier temps, comme je disais, je ferai un petit préambule sur la notion d'erreur. Savoir que je disais qu'on allait s'intéresser beaucoup à la psychologie, mais qu'on allait essayer de dépasser le cadre de la psychologie pour questionner d'autres disciplines. Toutes les disciplines ne seront pas nécessairement concernées par une crise de la réplication. Notamment, je pense à certaines disciplines qui ont juste un cadre d'analyse qui est purement qualitatif ou juste herméneutique, même qui ne sont pas forcément intéressés par des problèmes de reproduction. On peut penser à certaines branches de la philosophie, typiquement, ou même en littérature. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des problèmes de réplicabilité dans ce genre de discipline-là. Néanmoins, on va beaucoup parler surtout de toutes ces disciplines qui vont utiliser des données quantitatives et plus particulièrement des disciplines qui utilisent des inférences statistiques dans leurs conclusions. Donc toutes les disciplines qui cherchent à montrer des effets, dire par exemple les carottes soignent la varicelle, voilà un exemple d'inférence comme ça qui va être étayé sur des statistiques. Toutes ces disciplines-là sont particulièrement concernées par ce dont on va parler. Ceci étant dit, vous verrez que je pense que tout le monde pourra trouver de l'eau à son moulin, pour reprendre l'expression, dans cette présentation. En tout cas, on peut l'espérer. Même des disciplines qui utilisent des approches purement qualitatives pourront quand même être intéressées par certains points, je pense. Donc, pour commencer, je vais juste... Hop là, mon chat s'en va. Je vais juste, du coup, vous demander de vous connecter sur ce site. Donc, vous pouvez le faire via votre téléphone portable ou via un browser, pour aller sur kahoot.it et je vais vous donner un code que vous allez rentrer sur kahoot.it qui va vous permettre de répondre à certaines questions. En fait, ça va nous permettre d'avoir une petite idée un peu du public qu'on a
Donc, allez sur kahoot.it, on va vous demander un code et moi, je vais vous donner le code tout de suite. Hop là, c'est bien. Hop là, super. Donc, le code est le suivant. Vous voyez bien du coup l'écran que je partage? Là, je fais le son du site. Donc, tout le monde voit bien le code que je suis en train de partager. Vous pouvez le rentrer? Super. On a déjà un premier joueur, deux joueurs. N'hésitez pas à mettre des pseudonymes, hein, si vous voulez mettre des pseudonymes. Rien ne vous engage à mettre votre propre prénom. Donc, il va juste s'agir de poser des questions un peu aux gens qui sont là et qui veulent bien participer à ce petit jeu. L'idée va être de pouvoir voir un peu où est-ce que vous vous situez par rapport à ces notions de reproducibilité, de réplicabilité. Donc je vais attendre encore juste 10 petites secondes. Pour l'instant, on est 6. Je vois que normalement, il devrait y avoir... Ah ok, d'accord, bah, très bien. Bah, je pense qu'on va être au complet, du coup, si Germano peut pas participer, comme il le précise dans le chat. Donc on va pouvoir le lancer. Tout le monde... si dans le chat, il y en a qui préfèrent attendre encore un peu, n'hésitez pas à le dire. Et si vous êtes prêts, je vais pouvoir lancer ça. Hop là, je vais juste enlever ça, et on est parti. Donc il va y avoir des questions qui vont pouvoir défiler et vous allez répondre en utilisant les touches qui sont indiquées du coup en termes de couleur et de forme, vous allez voir. Savez-vous ce que c'est qu'une valeur P déjà? Si vous savez ce que c'est qu'une valeur P, appuyez sur oui. Si vous savez pas ce que c'est qu'une valeur P, appuyez sur non. Si vous êtes sur un portable, il s'agirait du coup d'appuyer sur la touche rouge ou sur la touche bleue pour non ou rouge pour oui. Donc vous voyez, encore une fois, c'est juste histoire d'avoir une petite idée sur... Ok, très bien. Donc je vois que on a quand même 2 tiers des gens qui savent ce que c'est qu'une valeur P et 1 tiers des gens qui savent pas ce que c'est qu'une valeur P. C'est pas mal. J'essaierai de réexpliquer rapidement ce que c'est. Alors il y a des scores, mais il faut pas y faire attention en fait, c'est parce qu'on est obligé de mettre des scores pour avoir la version gratuite. Mais les scores ne veulent rien dire. Quel pourcentage d'études importantes répliquent en psychologie selon vous? Est-ce qu'il y a moins de 25% des études qui répliquent, entre 25 et 50% des études qui répliquent, entre 50 et 75% des études qui répliquent, ou plus de 75% des études qui répliquent en psychologie? Je préciserai dans les... Enfin voilà, selon vous, quel pourcentage réplique? Je préciserai ça plus tard peut-être. On a une majorité de personnes qui pensent entre 25 et 50%, et c'est très bien, puisque c'est la bonne réponse. Une personne très pessimiste qui pense moins de 25%, et une personne très optimiste qui pense plus de 75%. C'est bien. Donc ça, c'est super. Hop là. Dernier point. Votre discipline peut-elle être concernée par les problèmes de reproductibilité selon vous? Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous concerner? Est-ce que ça pourrait concerner votre discipline finalement, ces problèmes de reproductibilité? Est-ce que dans votre discipline, vous allez pouvoir vous poser la question de savoir, ok, j'ai lu tel papier, mais est-ce que ce qui est dit dans ce papier est reproductible? Il y a des disciplines finalement où on peut penser que non, ça n'arrive jamais. Encore une fois, je pense notamment à... Ok, super. Donc déjà, on a un public qui est intéressé par ça. C'est une bonne nouvelle. Ok, voilà, c'était la fin du coup du Kahoot. On va pas aller vers le podium puisque c'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais merci beaucoup déjà d'avoir participé. Reprenons. Hop là. Donc, alors, pour faire un petit préambule en termes d'erreurs, maintenant que j'ai une idée un peu plus claire des participants à cette présentation. En fait, quand on utilise les inférences statistiques, je vous ai dit, on va beaucoup s'intéresser aux inférences statistiques, il y a 4 cas possibles. On peut dire, il y a un effet qui existe, les carottes influencent la varicelle. Donc on dit il y a un effet qui existe des carottes sur la varicelle. On peut dire qu'un effet n'existe pas, les carottes n'influencent pas la varicelle. Et ça, en fait, il va falloir le mettre en contingence avec le fait que dans la réalité, les carottes influencent ou non la varicelle. Donc en gros, il est possible qu'on ait de bonnes inférences en disant je pense que les carottes influencent la varicelle et en réalité, effectivement, les carottes influencent la varicelle.
Donc ce serait la cellule qui est en haut à droite, qui correspond en fait à la puissance statistique, la capacité d'un test à détecter un effet qui existe, mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir un peu. On peut aussi conclure qu'un effet n'existe pas, et en réalité l'effet n'existe pas. Du coup, ça, ce serait aussi une bonne conclusion, ce serait ce qu'on appelle un vrai négatif. Mais on peut également faire des erreurs. L'erreur de type 1 en disant l'effet existe alors qu'en réalité il n'existe pas, et l'erreur de type 2, dire l'effet n'existe pas alors qu'en réalité il existe. Donc nous, on veut être dans les deux cas où on fait des vrais positifs ou des vrais négatifs. On veut éviter de faire des faux positifs, dire que l'effet existe alors que non, et des faux négatifs, dire que l'effet n'existe pas alors qu'en réalité, oui. Ça, c'est assez central puisque quand on parle de réplication et qu'on voit qu'une réplication échoue à répliquer une étude, la question qu'on va pouvoir se poser alors, c'est est-ce que l'original était un vrai positif et ma réplication est un faux négatif? Ou bien est-ce qu'au contraire, l'étude originale que j'ai cherché à répliquer était un faux positif et moi, ma réplication est un vrai négatif? Donc, c'est des notions qui sont importantes. Et ce qu'il faut souligner, c'est que dans la réalité, en statistique, quand on utilise des tests statistiques, on sait qu'est-ce qu'on conclut, en fait. Quand on utilise des tests statistiques fréquentistes, je précise pour la nuance qui est pas forcément hyper importante à ce stade-là, mais qui peut être importante pour les gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. On sait quand on peut conclure, oui, les carottes influencent la varicelle, parce que on a un indicateur statistique qui nous permet en fait de le dire avec un risque de faux positif qui va être contrôlé, ce qu'on appelle le seuil alpha. En fait, quand je fais même mon test statistique, j'ai un petit indice qui est la valeur P, qui va me permettre de conclure de manière inférentielle, bah oui, les carottes influencent la varicelle et j'ai moins de 5% de chance de me tromper, de faire un faux positif. C'est pour ça, 0.05, c'est le 5% de chance de se tromper. Encore une fois, c'est des choses, enfin, il me faudrait 2 heures pour pouvoir vraiment expliquer comment fonctionne une valeur P. Et on peut également conclure, en tout cas, non, les carottes ne semblent pas influencer la varicelle, P supérieur à 0.05. En fait, il va s'agir de rejeter ou non l'hypothèse nulle qui postule que les carottes n'influenceront pas la varicelle. Mais encore une fois, c'est quelque chose, là c'est vraiment juste faire des notions de rappel sur la valeur P ou juste vous informer de ce qu'est la valeur P pour... c'est vrai qu'il y a quand même un tiers des gens qui savent pas ce que c'est que la valeur P. La valeur P, en fait, c'est ce qui va être utilisé dans une certaine perspective statistique qui est généralement très courante, on appelle l'approche Neyman-Pearson, qui est une approche très courante en statistique. Et en fait, on va utiliser cette valeur P comme étant un cut-off. En fait, le seuil alpha de 5% va être un cut-off, ou si P inférieur à mon seuil alpha, généralement 5%, alors l'effet existe, les carottes influencent la varicelle, je vais pouvoir publier. Si P est supérieur à 5%, alors les carottes n'influencent pas la varicelle et je risque d'avoir beaucoup plus de mal à publier. C'est des choses qui sont importantes. Donc on sait quand on conclut oui, les carottes influencent la varicelle, non, les carottes n'influencent pas la varicelle. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est si l'effet existe ou non, évidemment. On n'est pas omniscient. Donc, on saura jamais si on est en train de faire un faux positif ou un faux négatif, mais on peut espérer que c'est rare de faire un faux positif. Globalement, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes possible, on n'a jamais que 5%, au seuil alpha de 5%, de faire un faux positif. Sauf que, il est possible de faire grimper ce taux de faux positif sans que pourtant cela ne soit reflété en fait. C'est-à-dire que là, quand je vous disais P inférieur à 0.05, ça me permet de dire, normalement, dans le meilleur des mondes, je devrais pas commettre de faux positifs, ou en tout cas, j'ai peu de chance. À savoir que nous, là, on utilise 5% comme seuil alpha. Il y a des disciplines quand on utilise des seuils alpha beaucoup plus petits. En physique, on utilise du coup le seuil des 5 sigma, donc 0.000003 pour conclure. Donc là, il y a très peu de chances de faire un faux positif. Mais en fait, il y a certaines pratiques qui vont pouvoir conduire à l'augmentation de ce faux positif. Notamment en psychologie, et pas que en psychologie d'ailleurs, mais on a des trouvailles qui sont particulièrement incroyables et qui peuvent démontrer justement cette flexibilité du risque de faux positif. Par exemple, en 2011, dans une série d'études très très importantes pour le monde de la psychologie, Daryl Bem démontre que les individus sont capables de prédire le futur. Donc, trouvaille incroyable. 9 études quand même, c'est pas mal, c'est une belle série d'études, toutes étayées par des valeurs P inférieures à 0.05. Globalement, si tout était bien fait et tout était bien propre, ce serait extrêmement peu probable d'observer 5 fois consécutivement une P inférieure à 0.05 et ça donnerait une évidence très forte pour l'existence de cet effet. Les saumons morts de l'Atlantique peuvent planifier leur comportement. Ça, c'est Bennett et collaborateurs. Ils ont pris un saumon mort de l'Atlantique, ils l'ont mis dans un IRM et ils ont observé qu'il y avait une activation cérébrale significativement élevée dans l'aire de la planification, en tout cas ce qui semblerait être l'aire de la planification dans le cerveau des saumons.
Donc incroyable aussi. Écoutez, les Beatles vous rajeunit biologiquement. Donc ça, c'est aussi incroyable. C'est-à-dire que vous allez mettre votre date de naissance sur un papier, par exemple. Je vais vous faire écouter When I'm 64 des Beatles. C'est ce que Simon et ses collaborateurs ont utilisé dans leur étude. Et je vais vous demander de remettre votre date de naissance sur un papier et elle va changer, en fait. Le fait d'avoir écouté les Beatles va modifier votre date de naissance. Donc, incroyable. Alors, la deuxième et la troisième étude que je présente sur cette slide sont des blagues. Hein. C'est des blagues de méthodologistes, en quelque sorte. Mais c'est quand même des vraies publications qui sont sérieuses, hein, mais qui sont quand même avisées à... Voilà, c'est fait avec humour. C'est fait avec humour. La première, par contre, de Daryl Bem n'est pas faite avec humour. Daryl Bem croit vraiment que les individus sont capables de précognition, de prédire l'avenir. Cette série d'études-là, il l'a sortie en 2011. 2011, c'était une année très importante pour la psychologie. Non seulement Daryl Bem a sorti cette suite de 9 études qui démontraient que les individus étaient capables de précognition, surtout lorsque c'était des stimuli érotiques et pas des stimuli neutres, négatifs, positifs ou romantiques, et surtout chez les femmes et pas chez les hommes, et extravertis et pas introvertis. Mais en plus de cette démonstration de Daryl Bem, Diederik Stapel, un chercheur très influent en psychologie, s'est révélé être un fraudeur en fait, qui avait fraudé la plupart de ses études depuis qu'il était en thèse. Donc pour l'instant, on en a 58 rétractations, mais il y en a encore qui continuent d'être enquêtées, il me semble, aux dernières nouvelles. Donc 2011, c'était une année importante. Non seulement les psychologues se rendent compte que beaucoup d'études auxquelles ils croyaient fortement sont des fabrications en fait, mais en plus de ça, ils se rendent compte que il y a des études, des effets auxquels ils croiraient absolument pas, qu'on est quand même capable de démontrer statistiquement. Donc il y a un problème identifié dans la manière dont on conduit la recherche. Et c'est ça qui était le début de la crise de la réplication en psychologie. En fait, comment Bem s'y prend? Vous voyez, là, je vous ai mis un peu, ça marche pour les stimuli érotiques, mais pas neutres, négatifs, positifs ou romantiques, chez les femmes, mais pas chez les hommes, qui sont extravertis, mais pas introvertis. Ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler du p-hacking. Le p-hacking, c'est un concept important. C'est l'ensemble des mauvaises pratiques qui vont être mises en place à la seule fin d'obtenir une valeur P qui va être significative, inférieure à 0.05, parce que finalement, lorsqu'on a un effet qui est inférieur à 0.05, on a un effet qui va être publiable, et ça, c'est assez important, on va en reparler ensemble. À titre d'information, là j'ai mis un lien, je vous recommande d'aller voir, c'est très amusant, c'est une application en ligne pour pouvoir vous-même p-hacker et voir comment ça fonctionne, mais en gros, le p-hacking, ça fonctionne comme ça en fait. Il y a plein de pratiques qui vont être questionnables et qui vont jouer sur le taux de faux positifs, et tout ça, ça va être du p-hacking. Donc par exemple, ne pas rapporter toutes vos mesures dépendantes, dire ça marche sur les stimuli érotiques, mais pas forcément dire de manière claire qu'il y avait aussi des stimuli neutres, négatifs, positifs, romantiques. Ne pas signaler toutes les conditions expérimentales ou alors tester trop de conditions expérimentales, donc contrôler pour le genre, contrôler pour le statut économique, contrôler pour l'interaction entre le genre et le statut économique. Tout ça, en fait, ça va contribuer à maximiser le taux de faux positifs. Si par exemple, moi je m'intéresse à l'effet des carottes sur la varicelle, mais qu'en fait je mène une étude où j'étudie en fait l'effet des carottes sur la varicelle, mais aussi sur le paludisme, sur la Covid-19, sur les rhumes, sur les rhinopharyngites, sur la fièvre, et qu'en fait j'observe plein de tests statistiques, bah forcément sur tous ces tests il y aura forcément un faux positif, même s'il n'y a aucun effet des carottes sur aucune des maladies, il y aura très probablement un faux positif qui va finir par tomber. Et si je publie sur cet effet positif, je donne une idée fausse au lecteur en disant on a prouvé statistiquement ça. En fait, on a multiplié trop de tests et du coup, on a fait enfler notre taux de faux positif et il faudrait le corriger. Il existe des corrections pour ça. Donc voilà, il est possible de faire enfler votre taux de faux positif en mettant en place des pratiques questionnables qui, pour information, sont assez fréquentes dans le domaine de la recherche, du moins en psychologie, comme le montre cette étude que je vais pas vous présenter, mais qui est assez intéressante de John Loewenstein et Prelec, 2012. Donc voilà. Partons maintenant sur le plan épidémiologie. Est-ce que la crise de la réplication, c'est vraiment un problème que de psychologues? Bah en fait, comme le montre cette enquête de Baker pour Nature, non, pas vraiment. La plupart des chimistes disent déjà avoir échoué à répliquer leurs propres résultats au moins une fois pour 60% des chimistes. 60% des chimistes disent que ils ont au moins une fois échoué à répliquer leurs propres résultats. Mais 80% des chimistes vont dire qu'ils ont même échoué à répliquer les résultats d'un autre au moins une fois. Donc, même les chimistes, je veux dire, on pourrait penser que c'est quand même une discipline vraiment dure, une science dure. Et ben oui, ils ont des problèmes de reproductibilité aussi. Pareil en biologie, hein, avec 70% des biologistes qui vont dire avoir déjà échoué à répliquer les études d'un autre.
Les physiciens, idem, plus de 60%, près de 70% rapportent avoir échoué au moins une fois à répliquer l'étude d'un autre. En médecine, il y a des problèmes. On pourrait aussi en parler très fortement avec notamment Ionadis, qui est un médecin qui a beaucoup lancé d'alerte sur la reproductibilité en médecine. Mais également en écologie, on va en reparler assez rapidement, et dans les autres disciplines. Les autres disciplines, faut entendre du coup les sciences humaines également. Et quand on pense aux sciences humaines, nous, en tant que psychologue, on est forcément concerné. Donc là, je vous ai mis un petit collage de 4 études assez influentes en psychologie. Ces 4 études, en fait, elles ont toutes en commun une méthodologie. Elles ont toutes elles sont multicentriques. Il y a plein de laboratoires qui ont collaboré ensemble pour répliquer des effets importants de la psychologie. Et ce qui ressort de l'ensemble de ces grosses études, c'est que, en fait, il y a entre 30 et 50% des études en psychologie qui sont réplicables. Donc, c'est ce que la majorité des voteurs avaient répondu lors du CAOUT. 30 et 50%, c'est vraiment pas grand-chose. Ça veut dire que possiblement, quand quelqu'un vient vous voir en disant waouh, j'ai lu une super étude en psychologie qui disait ça, possiblement en fait il y a une chance sur 2 ou plus d'une chance sur 2 que ce soit faux et que vous deviez vous méfier en tout cas de cette trouvaille parce qu'elle n'est pas réplicable. Alors que pourtant la réplicabilité, je vais pas vous l'apprendre, c'est un critère de scientificité très important. Donc voilà, il faut se méfier un peu de ce qui apparaît en psychologie. Malheureusement, c'est une discipline qui est passionnante et tout n'est pas à jeter dedans, heureusement, mais tout n'est pas réplicable. Mais il n'y a pas qu'en psychologie qu'on a des problèmes. Par exemple, ça c'est une étude de Kammerer et collaborateurs qui montre que il y a seulement 66% des études en économie expérimentale qui vont pouvoir répliquer, alors que pourtant sur les 9 études qui ont été testées par l'équipe de Kammerer, il y avait 90% de puissance statistique, c'est-à-dire que les échantillons étaient suffisamment grands pour avoir plus de 90% de chances de détecter un effet s'il existe. Donc même quand on s'assure d'avoir toutes les bonnes conditions pour répliquer un effet et d'être sûr de le détecter s'il existe, seuls 66% des études sortent significatives dans cette analyse de Kammerer et collaborateurs. Donc là, c'est de l'économie expérimentale, en fait, en laboratoire. Discutablement, c'est très proche de la psychologie. Mais si on sort un peu du coup de ces disciplines, j'ai envie de dire un peu sociales, il y a aussi des problèmes dans les disciplines plus en lien avec la médecine, les aspects biomédicaux. Par exemple, MacLeod et ses collaborateurs proposent que 85% des efforts de recherche biomédicale sont gâchés en fait parce que on n'a pas mis en place assez d'efforts dans les premières étapes de la recherche. On ne s'est pas assuré que les études préliminaires soient suffisamment puissantes et des échantillons suffisamment grands pour vraiment être signifiants. Et ça fait qu'à la fin, on va financer des projets de recherche basés sur des études préliminaires. On va perdre de l'argent en finançant tout ça et on va perdre du temps aussi en essayant d'aller plus loin là-dessus. Alors que si on investissait plus d'efforts dans les premières étapes de la recherche pour MacLeod et ses collaborateurs, il y aurait moins d'argent gaspillé derrière. Le Reproducibility Project de Cancer Biology a exactement les mêmes conclusions en fait. Ils ont essayé de reproduire les études en cancérologie sur les traitements pour améliorer l'état des cancers. Et en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a seulement 33% des études testées, donc c'était des effets importants dans la biologie du cancer qui donnaient de grandes promesses dans les étapes futures de recherche. Et en fait, il y en a que 33% qui vont répliquer avec succès. Donc là, c'est pareil, il faut penser à tous les financements qu'il va y avoir derrière. Il faut aussi penser, et c'est ça, c'est un peu la partie à laquelle on pense pas nécessairement, mais aux thèses qui vont être passées sur des effets qui n'existent pas. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément quand on parle de problèmes de reproductibilité, mais il y a un coût économique en fait à la crise de la reproduction. Mais il y a aussi un coût humain des gens qui vont investir leur thèse, leur postdoc là-dessus et qui vont perdre 4 ans de leur vie à essayer de retrouver un effet qui marche pas et qui vont pas forcément pouvoir publier ces absences d'effets parce qu'on va en reparler très rapidement, mais c'est compliqué de publier des absences d'effets. Ça, c'est un exemple que j'aime bien, issu de l'environnement, de l'écologie. Une étude très importante en 2009 qui disait que à cause de la pollution, il y avait une acidification des océans et que du coup, ça allait modifier les comportements de certains poissons qui vivaient près des coraux. Notamment, les poissons allaient mettre en place beaucoup moins de comportements de survie en fait. Donc quelque chose de très important, fondamental. Il faut qu'on sache ça. C'est quelque chose de super important. En 2009, cette étude, du coup, elle a eu beaucoup de succès. Elle a été publiée dans PNAS, qui est quand même une très très grande revue. Et il a fallu attendre 2020 pour qu'une étude multicentrique avec des gros moyens et une meilleure méthodologie démontre que non, en fait,
ça n'existe pas. L'acidification de l'océan ne modifie pas les comportements des oiseaux, des poissons, désolé, qui vivent près des coraux. Donc ça a été publié du coup dans Nature, encore une fois une revue excellente. Donc c'est assez amusant quand même de se dire qu'il a fallu attendre 11 ans pour que on débunk cette étude-là. 11 ans, ça laisse la place à beaucoup de financements. J'imagine qu'il y en a eu énormément parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de fondamental et très important. Mais également à des thèses. Il y a eu très probablement des thèses qui étaient là-dessus et donc des étudiants qui ont essayé de répliquer des choses et qui n'ont pas réussi et qui se disaient que le problème venait forcément d'eux s'ils réussissaient pas à répliquer les choses et du coup qui n'ont pas pu publier leur trouvaille parce que encore une fois, on peut pas vraiment publier des résultats nuls. C'est compliqué de le faire sauf si on a une méthodologie qui est vraiment incroyablement béton, ce qui était le cas du coup pour le papier de 2020. C'est pour ça qu'ils ont pu le publier. Donc voilà, encore une fois, il y a un coût économique, il y a un coût humain et il y a un coût épistémique évidemment dans la crise de la reproduction. Mais même des disciplines qu'on ne soupçonnerait pas pouvoir être victimes de ces problèmes de réplicabilité, pouvoir être touchés. Je pense notamment au domaine d'intelligence artificielle, où Gunderson et collaborateurs montrent qu'il y a seulement 6% des études dans le domaine de l'intelligence artificielle qui publient leur code, c'est-à-dire que pour les 94% des autres études, ça va reposer seulement sur la confiance qu'on a envers l'autre chercheur. Il faudra juste leur faire confiance, puisque de toute façon, on n'a pas moyen de reproduire leur trouvaille. Et dans le domaine de l'hydrologie, donc encore une fois de l'environnement en fait, il y a seulement 5% des études qui seraient réellement reproductibles, puisque les 95 autres pourcents en fait des études ne donnent pas d'informations suffisamment claires sur leurs données et sur leur méthodologie pour qu'on puisse vraiment reproduire leurs résultats. Donc là, vous voyez, j'utilise déjà deux termes qui sont pas synonymes en fait. Le terme de reproductible et de réplicable, c'est intéressant d'avoir cette dimension-là en tête. Reproductible, ça veut dire j'ai vos données, j'ai vos analyses, je peux retrouver les mêmes conclusions que vous. Réplicable, ça veut dire ok, je vais essayer de refaire ça de mon côté en collectant de nouvelles données et je vais voir si je réussis à répliquer vraiment vos trouvailles en menant les mêmes analyses que vous. Donc on peut comprendre qu'il y a des problèmes de réplicabilité parce que c'est pas les mêmes données, donc peut-être qu'il y avait un biais d'échantillonnage dans la réplication ou dans l'étude originale qui fait qu'il y aura des conclusions différentes. Mais pour la reproductibilité, en fait, finalement, on se dit, bah, c'est quand même quelque chose c'est un b.a.-ba. J'ai vos données, j'ai vos analyses, je fais tourner le code et ça roule, j'ai les mêmes conclusions que vous. Bah, en fait, même en termes de reproductibilité, c'est pas si trivial que ça. Il y a des études qui commencent à apparaître là-dessus. Même quand on a les données des chercheurs et leurs analyses, il peut y avoir des problèmes. Ok, passons à l'étiologie, du coup. Je sais pas depuis combien de temps je suis en train de vous parler, mais ouais, globalement, ça doit faire 20 minutes, je pense, donc je vais être dans les temps. Donc l'étiologie, pourquoi est-ce qu'il y a une crise de la reproduction? C'est une question qu'on va pouvoir du coup se poser. En fait, il y a beaucoup de choses, mais on va pouvoir essayer, enfin en tout cas moi je vais vous présenter un point de vue un peu sociologique sur la question, en vous proposant de réfléchir à un article personnellement que j'aime beaucoup, qui est un article de Smaldino et McElreath, qui s'appelle The Natural Selection of Bad Science. J'adore le titre. En fait, dans cette étude, ils prennent un point de vue darwinien, en fait darwiniste, évolutionniste, sur la question, en proposant qu'il y a un système scientifique à la base qui va sélectionner certaines pratiques, et ces pratiques seront globalement mauvaises, et va faire disparaître avec le temps d'autres pratiques qui seront globalement bonnes en fait. En fait, on a un système qui favorise la transmission de mauvaises pratiques et l'élimination de bonnes pratiques. Donc alors déjà c'est des propos qui sont vraiment graves si c'est le cas. Alors parlons-en un peu. Quel est donc ce système scientifique? Pourquoi est-ce que on mène des recherches scientifiques? Globalement, une des réponses qui vient souvent, et je pense que c'est mon cas, et je pense que c'est aussi le cas de la plupart des gens qui sont ici, la raison pour laquelle vous faites de la recherche globalement, c'est parce que vous aimez la recherche, parce que vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre plus sur le monde dans lequel vous vivez, j'imagine. Ou alors peut-être que vous voulez réussir aussi à trouver des savoirs qui vont pouvoir aider le reste du monde. Vous avez peut-être une recherche assez appliquée qui va servir à aider les gens autour de vous. Peut-être que vous êtes philanthrope et que vous voulez trouver des choses qui aident les gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que peu de gens, normalement, entre vous, vont dire moi, je fais de la recherche pour la gloire, globalement. C'est possible que ce soit pas le cas. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, on a un système scientifique qui, en fait, récompense un peu plutôt la gloire. C'est-à-dire que quelle est la motivation d'un chercheur? D'un point de vue plus personnel, moi, ma motivation, la plus pratico-pratique, ce serait d'avoir un poste de maître de conf pour pouvoir
continuer de faire de la recherche, obtenir des financements pour pouvoir continuer de faire de la recherche. Et pour obtenir des financements, avoir une qualification, être maître de conférence, pouvoir en fait être sélectionné en tant que candidat. Généralement, quelque chose qui est très regardé dans beaucoup de disciplines, c'est le H-index, l'indice H, H pour Hirsch, le créateur de cet index. Et cet indice-là, en fait, il est fonction du nombre de publications du chercheur et du nombre de citations de ces publications. Donc en fait, c'est une mesure à la base initialement censée être de la productivité du chercheur. En fait, c'est juste une mesure de dans quelle mesure vous publiez beaucoup et ce que vous publiez est beaucoup cité. Donc ça, à la base, cette mesure-là, elle était relativement honnête dans le sens où c'est juste une mesure de si vous produisez beaucoup ou non. Là où ça devient problématique, c'est qu'aujourd'hui, comme je le dis ici, le H-index est utilisé comme un outil de décision sociale, en fait. On va décider, est-ce que vous aurez tel financement, est-ce que vous aurez tel poste, basé sur votre indice H. Et enfin, je critique beaucoup l'indice H, mais même moi, je l'utilise parfois. Ça m'arrive d'aller regarder l'indice H des chercheuses et des chercheurs. Enfin voilà, c'est malheureusement quelque chose qu'on utilise. Et le problème, c'est que ça, c'est juste un indicateur de la productivité. Et le réel problème, c'est que dès lors qu'une mesure de quelque chose devient une finalité en soi, alors on va avoir tendance à vouloir corrompre cette mesure et elle va devenir meaningless, elle aura plus aucun sens en fait. Dès lors en fait qu'une mesure devient un but, alors elle cesse d'être une bonne mesure. Ça c'est une réalité métrologique qu'il faut avoir en tête et malheureusement la plupart des gens l'ont pas en tête. Donc comment est-ce qu'on fait pour réussir sa vie en tant que chercheur du coup à partir du moment où la plupart en fait ce qui va être décisif pour notre carrière, c'est les publications. Bah, il faut publier du coup beaucoup, donc de nombreuses études avec de faibles échantillons pour aller plus vite. Il faut en faire le plus possible pour en publier le plus possible. Donc, plus vos échantillons seront faibles, plus ça ira vite. Donc ça, faut le mettre en opposition à peu d'études, mais qui sont avec de grands échantillons et du coup de grandes puissances statistiques. Alors du coup, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je me suis pas étendu. Puissance statistique, c'est la capacité d'un test à détecter un effet. Je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est fonction de la taille de l'échantillon. Pas que, c'est aussi fonction de la taille d'effet, mais c'est grandement fonction de la taille de l'échantillon. Donc, faut entendre, vous, ce que vous voulez faire pour avoir un bel H-index, c'est publier beaucoup de petites études avec des faibles échantillons, par opposition à publier peu d'études avec de grands échantillons. Faites des études originales, puisque c'est celles-ci qui seront citées, en fait, par opposition, les réplications sont rarement citées. Pourquoi citer une réplication quand on peut citer l'étude originale, en fait? Et il va vous falloir des études positives avec des valeurs P inférieures à 5%, parce que comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, on publie que les résultats significatifs. Les carottes influencent la varicelle, vous allez le publier. Si vous faites une étude et que votre conclusion c'est les carottes n'influencent pas la varicelle, a priori vous allez pas le publier. En fait, pourquoi? Il y a des raisons un peu épistémologiques derrière. Une manière de le dire, ce serait de dire il y a une seule façon d'avoir raison, mais il y a 1000 façons d'avoir tort. Donc vous n'allez pas publier une absence de résultat puisque c'est facile de trouver aucun résultat. C'est en quelque sorte. Il y a d'autres raisons après pour lesquelles on publie que les résultats significatifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pourrez difficilement publier des résultats nuls. Et le fait en fait que le système scientifique soit fait de cette manière-là, ça a comme problème que lorsqu'on fait une simulation informatique de ce genre de système-là, comme l'ont fait Smaldino et McElreath, on voit que plus le temps passe, plus les efforts des chercheurs diminuent, et par effort, il faut entendre moins de réplications. Et plus le false discovery rate, noté FDR ici, c'est le taux de faux positifs en fait, en quelque sorte, pas exactement, mais en quelque sorte. C'est le taux de fausses découvertes, c'est fonction aussi de la prévalence des faux positifs. Mais bon, en gros, le nombre de faux positifs dans la littérature va augmenter avec le temps, et le seuil alpha, qui est du coup notre risque de faux positifs, va également augmenter avec le temps. Parce que du coup, lorsqu'on est juste motivé par la publication, en fait, ça va motiver à faire, comme je disais, beaucoup d'études avec très peu de participants dedans, très peu de données observées, et du coup très sujettes à l'erreur statistique. Et voilà. Ça, c'est une simulation informatique. Dans la réalité, est-ce qu'on peut corroborer ça? Ouais, en fait, comme le montrent Smaldino et McElreath, par exemple, la puissance statistique, c'est Cohen, un des premiers auteurs à avoir alerté en disant on a un problème, nos études sont pas assez puissantes en psychologie, ça manque de puissance statistique, nos échantillons ne sont pas assez fournis, il nous faut des plus gros échantillons parce que sinon on peut pas détecter les effets qu'on essaie de détecter. Et ben, on a beau savoir ça du coup depuis les années 50, bah ça bouge pas beaucoup en fait. Les tailles d'échantillons varient pas énormément en psychologie, dans les sciences sociales de manière générale d'ailleurs. Donc
Voilà, on est dans un système où de plus en plus on est conscient qu'il y a des problèmes et malgré tout les choses n'évoluent pas forcément. Donc c'est problématique. D'autant plus que, je le souligne un peu ici, mais ça c'est une simulation que j'ai faite où en fait je simule un échantillon d'études avec beaucoup de participants, donc forte puissance statistique, ici en rouge, un échantillon d'études avec peu de participants, donc faible puissance statistique ici en bleu. En fait ce qu'on peut voir là-dessus sur ce graphique, c'est qu'il y a beaucoup plus de variations dans les estimations de taille d'effet lorsque vous avez des faibles échantillons que lorsque vous avez de grands échantillons. Vous voyez, il y a plus de variabilité dans les estimations de taille d'effet pour les études en bleu, faible échantillon, que les études en rouge, grand échantillon. Ici, la taille d'effet, elle est de 5, et on voit que l'estimation, elle est globalement à 4,7. Mais là où ça devient vraiment problématique, c'est quand on ne publie pas les études qui sont non significatives. Et dans ce cas, vous voyez, cette fois-ci, l'estimation des études, elle est vraiment biaisée et elle est vraiment tirée par les études à faible échantillon. Et cette fois-ci, il y a vraiment une grande erreur dans l'estimation de la taille d'effet réelle. Donc, non seulement en fait le fait de pas publier les études non significatives et de faire beaucoup de petites études plutôt que de grandes études, ça fait qu'il y a une mauvaise estimation de la taille d'effet. Mais en plus de ça, ça fait aussi que, enfin voilà, il y a une idée complètement fausse dans la littérature de se dire moi, je m'intéresse à l'effet des carottes sur la varicelle. Je vois qu'il y a 2 études avec des grands effets. Du coup, je vais me dire, ah, bah, ça a l'air d'exister. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas accès à l'information qu'il y a 40 autres études qui n'ont pas été publiées parce que P est supérieur à 0,05. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biais de publication et c'est aussi fondamental dans pourquoi les choses ne répliquent pas. Bah, parce que déjà, on n'a même pas accès à ce qui ne réplique pas, en fait, dans un premier temps. Donc voilà, si seuls les effets positifs et les effets associés à une mauvaise puissance statistique sont publiés, non seulement on a une mauvaise estimation de la taille d'effet, mais on a aussi une surestimation de la taille d'effet, comme je l'ai montré dans ma simulation juste avant. Et le problème, c'est qu'effectivement, dans les faits, comme le montre cette enquête de Franco et collaborateurs, il y a moins de 20% des résultats nuls, des P supérieurs à 0,05 qui seront publiés, contre près de 60% des études avec des résultats significatifs qui seront publiés. Donc, oui, quand vous allez sur Google Scholar et que vous cherchez un effet, que vous cherchez quelque chose, vous n'avez pas accès à l'intégralité des études qui ont été menées dessus, vous avez que accès à ce qui a été publié, et c'est généralement des études avec des grands effets, et généralement des études avec des P inférieurs à 0,05. Le problème, c'est que les études avec des grands effets et des P inférieurs à 0,05, elles sont pas forcément représentatives de la réalité. Vous avez même plus de chances d'avoir des grands effets avec des toutes petites études et des petits échantillons qu'avec de grandes études avec de grands échantillons. Vous voyez, là, on arrive jusqu'à une valeur de 15 pour certaines études. Elles vont être publiées, c'est sûr, ces études-là. C'est des effets qui sont magnifiques. Alors qu'en réalité, l'effet réel, il est de 5. Et ça va être difficile de publier une étude qui montre un effet de 1 dans cette simulation. Donc, pour conclure, le système incite à certaines mauvaises pratiques pour avoir des effets significatifs qui seront publiés, mais on va aussi éviter les réplications puisqu'on les citera moins. Ça va conduire à un effet de tiroir, un biais de publication. La littérature va pas rendre compte des études qui marchent pas et ça va conduire à des surestimations de taille d'effet qui vont rendre très compliqué les calculs de puissance. C'est-à-dire que moi, si je veux répliquer une étude, vu que j'aurais pas une bonne idée de la taille d'effet, je pourrais pas non plus savoir combien de participants je vais devoir investir dans ma réplication. Donc, tout ça, c'est un peu ce qui va pouvoir expliquer la crise de réplication. Et je vais donner la parole à Thomas. Désolé si j'ai pris un peu trop de temps pour nous parler du coup des symptômes et des diagnostics. J'espère que j'ai pas dépassé mon temps. Ça devrait être bon. Je vais partager mon écran. Oui, ne t'inquiète pas, je pense que c'est bon. Tu peux continuer et puis après on verra pour les questions. Ok, donc j'espère que vous voyez bien l'écran. Moi, je vais parler des diagnostics. Donc, comment détecter... Voilà. Donc on verra dans la première partie, dans les diagnostics, 4 sous-parties. Donc ce sont des techniques qu'on utilise d'un point de vue métascientifique. On va voir la distribution de la valeur P, les funnel plots qui sont des graphiques, les analyses PET-PIS et enfin un site internet. Donc tout d'abord la distribution de la valeur P, si jamais H0 est vrai, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'effet, la distribution de la valeur P va être équitablement répartie sur l'ensemble des valeurs possibles de la p-value, de la valeur P. Donc en gros, on aura la même probabilité d'avoir une valeur P qui sera entre 0.095 et 1 qu'entre entre 0 et 0.05. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on va avoir certaines valeurs qui seront de faux positifs, puisqu'elles seront inférieures à 0.05, et le reste, ce seront de vrais négatifs. Donc si on fait 100 études, on va avoir statistiquement 5 études qui vont être de faux positifs. À l'inverse, si H0 est faux, c'est-à-dire que si on a vraiment un effet, alors là, il va y avoir une tendance, les études vont tendre vers 0. Donc on va avoir la plupart
des valeurs P qui seront associées à de vrais positifs, et quelques-unes, mais peu, qui devront être associées à de faux négatifs. Et donc ça va dépendre notamment de la puissance statistique, dont Jean a déjà un petit peu parlé. Donc en gros, on va avoir une courbe qui va avoir la plupart des valeurs proches de 0, et ensuite on va avoir une courbe qui descend comme ça, et qui va vers 1. Plus la puissance va être élevée, comme c'est le cas ici avec 99,7%, plus on se rapproche de 0. Donc là, quasiment toutes les études, en fait, on va avoir 99,7% des études qui seront inférieures à 0,05, et on en a 0,3% qui seront supérieures à 0,05. Donc là, on peut se rendre compte que si jamais il n'y a pas de p-hacking dans la littérature, que toutes les études sont bien publiées avec une grosse puissance, on va avoir vraiment une tendance vers 0. Et donc plus la puissance sera forte et plus on sera vers 0. À l'inverse, si on a un pic ailleurs, par exemple un pic aux alentours de 0,05, ça veut dire qu'il y a du p-hacking ou en tout cas qu'il y a des biais de publication dans la littérature. Donc par exemple, ça c'est une analyse, donc on va regarder uniquement la courbe bleue, ce qu'on appelle la p-curve. Donc avec une puissance, là on est aux alentours de 70-80%, on va voir la plupart des études qui vont tendre vers 0, et ça va décroître doucement pour aller vers 0,5, et au-dessus on aura à avoir peu d'études. Il va y en avoir quelques-unes quand même, mais peu. Donc ça c'est quand on a une bonne puissance, que l'effet existe. Maintenant, si l'effet n'existe pas, donc voilà, avec la plupart des études proches de 0. Si l'effet maintenant n'existe pas, on va pouvoir observer, donc sur toujours la courbe bleue, la p-curve, donc la distribution des valeurs P dans la littérature, un pic aux alentours de 0,05. Ce pic, il va pouvoir être expliqué de plusieurs manières. Ça va être uniquement les études qui, statistiquement, aléatoirement, tombent en dessous du seuil de 5%, mais ça peut être aussi des études qui sont comprises entre, par exemple, 0,05 et 0,10, et pour lesquelles les chercheurs vont rajouter quelques participants pour voir comment se comporte la valeur P, ou vont faire tout un tas d'analyses jusqu'à trouver une p-value qui sera égale ou très légèrement inférieure à 0,05, ce qui permettra la publication. Donc si jamais, donc ça c'est un outil qu'on peut utiliser, on regarde la distribution des valeurs P dans la littérature, et si on observe qu'il y a un gros pic aux alentours de 0,05, c'est quand même un indicateur que l'effet n'existe pas, ou en tout cas qu'il y a du p-hacking. Alors, hop. Donc là c'est une distribution de valeurs Z, alors c'est un petit peu différent, ça va être un écart de moyenne, mais bon, peu importe, ce qu'on observe ici, c'est que donc vers 0, c'est là où il n'y a pas de différence entre notre groupe contrôle et notre groupe expérimental, et quand on s'écarte, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence, que ce soit d'un côté ou de l'autre, entre le groupe contrôle et le groupe expérimental. Et on observe qu'ici, il y a un gros trou, et on a un pic à l'endroit où c'est bien significatif, donc là où il y a une différence qui est importante, et pareil de l'autre côté. Donc ça peut vouloir dire deux choses, soit que les chercheurs sont vraiment très très bons pour faire des prédictions, ils savent vraiment ce qu'ils vont tester à chaque fois et qu'ils font jamais d'erreur, et donc ils trouvent toujours ce qu'ils cherchent, soit au contraire ici qu'il y a des biais de publication, des études qui ne répliquent pas et qui ne sont pas publiées. Donc ça peut être un indicateur. Un deuxième indicateur, ça va être les funnel plots, donc ça va être des graphiques. Il va y avoir deux manières de voir les funnel plots. La première, ça va être de faire un plot, un graphique basé sur la taille d'effet supposée. Donc là, c'est les deux graphiques que je vous présente ici. On a l'erreur standard, donc en gros, ça va être est-ce que notre étude a plus ou moins de puissance pour détecter un effet. Donc plus on monte vers le haut, plus elle a de puissance, plus elle aura de chances de détecter l'effet, et plus on est vers le bas, moins elle a de chances de détecter l'effet. Et donc plus il va y avoir de variabilité. Et ici, on a en gros la taille d'effet. Donc ce qu'on observe ici, c'est que donc la taille d'effet, c'est la barre noire quand elle est nulle, quand il n'y a aucun effet, on a cette barre noire, et là on voit que notre graphique, il est légèrement décalé. Donc il semblerait qu'il y ait un effet dans cette étude-là, et on voit que c'est réparti à peu près équitablement sur l'ensemble du graphique. Maintenant, si on regarde le deuxième graphique, de l'autre côté, donc on a la taille d'effet supposée ici de l'ensemble de nos études, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a un trou, il manque des études. Et comme par hasard, il manque cette étude là où en fait ça ne devient plus significatif, là où les études ne peuvent plus être publiées. Donc ici on se rend compte qu'il va y avoir des biais de publication, des études qui ne sont pas publiées. Donc ça peut être observé notamment via donc ces graphiques. Et si on observe un trou dans les graphiques, ça veut dire vraiment qu'il y a un biais de publication. La deuxième méthode de voir les funnel plots, donc les graphiques, c'est de faire un graphique basé sur l'effet nul. Donc ici, on va avoir dans la partie grise centrale quand il n'y a aucun effet significatif, et donc on ne peut pas publier, enfin qu'on peut pas publier, en tout cas qu'il n'y a pas d'effet dans la littérature. De chaque côté, en partie gris foncé, c'est lorsque l'effet est ce qu'on appelle marginal, donc qui va être, la p-value va être entre 0,10
Et 0.05, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment publier, mais on a une tendance. Ici, ça veut dire, donc la partie en gris un peu plus clair, c'est que c'est entre 0.01 et 0.05. Donc là, on peut commencer à publier. Et enfin, la partie tout en haut de chaque côté, c'est quand c'est vraiment significatif. Donc là, c'est vraiment probablement que l'effet existe. Ce qu'on va observer, donc là, dans cette étude, les points bleus, ils sont à peu près équitablement répartis sur l'ensemble des valeurs, donc il y a peu de chances que cet effet existe. Mais si on observe que la plupart des valeurs sont entre 0.01 et 0.05 et probablement proches de 0.05, ça voudrait dire qu'il y a un biais de publication ou qu'il y a du p-hacking. Et donc, il y a une autre manière de voir les fenêtres plot, c'est de combiner les deux en même temps. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude, où on voit en gris foncé si jamais l'effet n'est pas significatif, donc là où ça devrait pas apparaître, et en noir, ici, ce qui est observé dans la littérature. Et là où ça va être vraiment marquant, et c'est ce qu'on voit en bas, c'est que toutes les études, en fait, elles vont suivre la limite de significativité. Donc ça c'est quand même un indicateur qu'il y a soit un biais de publication, donc que des études qui devraient être ici n'apparaissent pas, et pareil pour ceux qui sont ici, soit qu'il y a du p-hacking. En fait, il n'y a pas d'effet, et on va essayer de trifouiller un peu les données pour publier uniquement quand on est au seuil 0.05, donc vraiment à la limite de l'effet significatif. Donc voilà, ces graphiques, ce sont des outils qui peuvent nous permettre de détecter les biais de publication, et aussi, dans certains cas, le p-hacking. Alors, ensuite, les analyses PET-PIS. Donc PET, ça veut dire Precision Effect Test. En fait, on va faire une régression de la taille d'effet, on va la prédire par l'erreur standard, et PIS, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va prédire la taille d'effet par la variance. Donc je passe un peu les détails, on va voir avec un graphique, mais tout d'abord, il faut savoir que PET est un petit peu plus précis quand la taille d'effet réelle que l'on cherche est égale à 0, donc il n'y a pas d'effet significatif, et PIS est un peu plus précis quand la taille d'effet est différente de 0. Mais en général, les deux sont utilisés conjointement. Donc ici, on voit donc en transparent, donc c'est Jean qui a fait une simulation avec tout un tas d'études, et on voit donc la taille d'effet, ici, qui va être prédite par l'erreur standard. Ce qu'on peut voir donc, c'est que ici on a une taille d'effet qui est égale à 0, et on voit en effet, hein, quand on fait la moyenne, enfin la régression, ici on a vraiment une taille d'effet qui est égale à 0 pour l'ensemble des études. Sauf qu'il y a certaines études, statistiquement, qui vont s'éloigner un peu plus du seuil de 0 et qui vont avoir une taille d'effet qui va devenir un peu significative. Et c'est le pur aléatoire. Hop. Donc là, ce sont les études qui apparaissent en noir. Donc ça, c'est des études qui peuvent être facilement publiées, puisqu'on trouve un effet. Donc, voilà. Et en plus, il peut être un peu exceptionnel, comme c'est le cas pour cette étude-là. Hein. Donc ça, c'est des études qui peuvent être publiées. Et si on publie uniquement ces études, ça va donner une fausse information dans la littérature. Puisqu'en fait, on va, la courbe en bleu, là, va donner une taille d'effet moyenne qui sera de 0.04. Donc en gros, quand même une bonne taille d'effet. Et on va avoir l'impression que l'effet existe dans la littérature. Alors qu'en fait, c'est juste que les études qui sont derrière ne sont pas publiées. Et donc dedans, on va se retrouver avec des études assez précises quand même, qui ont un grand échantillon avec une petite erreur standard, et d'autres études qui sont peu précises, avec donc un faible échantillon, une grande erreur standard. Donc vous le savez, l'équation d'une droite, c'est y égale à x plus b. En psycho, et je pense que dans la plupart des domaines scientifiques, on utilise un peu une autre formulation, c'est bêta 0 plus bêta 1x. En fait, donc b devient bêta 0 et a devient bêta 1. Ça, c'est pas très important, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le bêta 1. Est-ce que la pente, donc le degré de la pente, est significativement différent de 0? Donc là, c'est la courbe qu'on observe en rouge. Si jamais il n'y avait pas de biais de publication, on devrait, donc si on avait vraiment toutes les études, on devrait avoir une courbe, enfin une droite, qui est égale à 0. Donc le bêta 1 qui est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais de publication, comme la courbe en bleu ici, ou la courbe en rouge en sous-brillant, ceux derrière, un peu effacé. Donc ça voudrait dire qu'il n'y ait pas de biais de publication. Maintenant, si notre pente, et c'est celle que l'on observe ici, est différente de 0, c'est-à-dire que elle prend vraiment un angle, ça c'est un indicateur qu'il y a des biais de publication dans la littérature. Donc voilà, je vous ai présenté déjà 3 indicateurs qui nous permettent de savoir s'il y a des biais de publication ou du p-hacking dans la littérature. Donc c'est de bons outils diagnostiques. Un dernier outil qu'on peut utiliser, ça va être un site internet qui s'appelle StatCheck, que vous pourrez aller voir, vous avez l'URL ici. Donc ça, c'est un site interne qui est encore un bêta test, mais qui s'améliore de jour en jour.
dans lequel on va pouvoir entrer une étude. On met directement le PDF ou le document Word dedans, et il va nous indiquer les p-values que l'on devrait observer avec les données qui sont disponibles dans l'article. Et ensuite, donc ça, on peut le comparer avec les p-values qui sont donc les valeurs P qui sont données dans l'article. On peut voir à ce moment-là s'il y a eu un peu de triche ou pas directement dans l'article sur les valeurs P. Donc ça peut être un bon outil pour détecter au cas par cas des études qui seraient un peu frauduleuses. Donc voilà un peu pour les diagnostics. On va passer maintenant au traitement, ce qui va un peu plus nous intéresser ici. Et dedans, on va voir donc différentes parties. On va voir les traitements statistiques, comment est-ce qu'on peut corriger les biais de publication ou le p-hacking. On va voir un peu les statistiques bayésiennes, qui sont un peu différentes des statistiques fréquentistes. On va voir ensuite l'open science avec le pré-enregistrement et les registered reports, ainsi que les données ouvertes. Ensuite, on verra la science, les sites internet, et enfin, on parlera du reproducibility. Alors, les traitements statistiques, je vous ai déjà présenté comment on pouvait détecter, grâce aux statistiques, des biais de publication, notamment quand on a un funnel plot, comme ça, avec un trou. En fait, il y a une méthode qui existe qui s'appelle le trim and fill, et qui est assez simple à comprendre au final, c'est on va juste compléter les études qui ne sont pas publiées. En gros, ici, il manque des études. Donc, statistiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répliquer, on va reproduire, mais uniquement donc statistiquement, les études qui sont de l'autre côté et qui devraient apparaître là. Donc, c'est ce qui se passe ici. On a les 5 études qui sont ici. En fait, ce sont ces études-là qui devraient aussi apparaître de l'autre côté, mais qui n'ont pas été publiées. Donc, pareil pour les 2 études-là, ce sont celles qui apparaissent ici, et celle-là, c'est celle qui apparaît ici. Donc, en gros, c'est le trou que l'on a observé, qui va être complété, qui va être statistiquement, afin de corriger un petit peu les biais de publication. Et on se rend compte en effet que ici, donc la barre noire, elle se rapproche un peu plus de 0 que de ce côté-là. Donc, en rajoutant des études qui devraient apparaître mais qui ne sont pas apparues, ça permet de légèrement corriger la taille d'effet que l'on devrait observer. Alors, après, cette méthode de trim and fill est quand même assez décriée dans la littérature, puisque elle semble ne pas suffisamment corriger les biais de publication. Elle semble être un peu trop légère dans sa méthode de correction. Cependant, ça peut être déjà un premier indicateur pour voir s'il y a un biais, enfin, comment est-ce que ça se comporte, la taille d'effet, si jamais on complète avec des données qui devraient être présentes. Ensuite, la méthode statistique, donc on l'a vu tout à l'heure avec le PET-PIS et la pente. Maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui se passe quand on arrive à un ordonné à l'origine, donc c'est-à-dire quand l'erreur standard devient égale à 0. Donc, ça serait une étude qui serait théoriquement parfaite avec un échantillon illimité. Donc, c'est-à-dire avec aucune erreur, aucune fluctuation statistique à l'intérieur. On peut se demander qu'est-ce qui se passe quand quand la courbe croise ce point. Et ça va nous donner l'indicateur de la taille d'effet présupposée réelle de l'ensemble de la littérature. Et c'est ce qu'on observe ici. Quand on regarde avec une étude qui serait parfaite, quelle est la taille d'effet que l'on devrait observer, on se rend compte qu'on est quasiment à 0. Et au final, on est très très proche de la taille d'effet de l'ensemble des études quand on prend celle de la simulation. Donc ça permet d'avoir une correction qui est beaucoup plus précise que notamment le trim and fill. Alors comme je disais, PET et PIS sont un petit peu différentes. On va les utiliser conjointement. Si jamais on observe avec PET que la taille d'effet est égale à 0, on va considérer que c'est PET qui a raison. Par contre, si la taille d'effet est différente de 0 avec PET, on va plutôt prendre la taille d'effet qui est donnée par PIS, puisqu'elle semble être meilleure quand la taille d'effet est différente de 0. Donc ça, c'est un petit peu... ouais. Ensuite, on va voir donc les statistiques bayésiennes, et notamment leur rapport avec les résultats, les absences d'effet, en gros, ce qu'on appelle quand la p-value dans les statistiques fréquentistes était supérieure à 0.05. Ici, on va pouvoir le quantifier. Donc, les statistiques fréquentistes, donc celles que Jean vous a présentées avant et que je vous ai présentées jusque-là, c'est la probabilité d'observer un événement selon une certaine théorie. Les statistiques bayésiennes, ça va être l'inverse. C'est quelle est la probabilité d'une théorie ou d'une hypothèse au vu de certains événements, donc ici au vu de nos données. Les données qu'on a observées dans notre étude. Donc, voici la formule de Bayes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste quelques petits points. Tout d'abord, on a le prior, donc la probabilité de la théorie, la probabilité de notre hypothèse. Donc, c'est notre préjugé. C'est ce que l'on sait de l'étude avant de la faire. Par exemple, si je travaille sur
la différence de taille entre les hommes et les femmes, bon, j'ai un préjugé qui est assez élevé. J'ai déjà marché dans la rue, je vois que les hommes sont en général plus grands que les femmes, et donc j'ai un préjugé assez fort, j'ai une croyance assez forte, c'est une connaissance en fait que j'ai sur cette différence. À l'inverse, si on me demande là, est-ce qu'il y a une différence de taille entre je sais pas, des animaux, entre le mâle et la femelle de certaines espèces animales, et que je ne connais pas du tout cette espèce, et je vais avoir un préjugé qui va être quasiment nul. En fait, je vais pas avoir vraiment de connaissances. Je peux me dire, bon, ben, avec ce que je sais déjà, par exemple, des mammifères, en général, les mâles sont un peu plus grands que les femelles, mais en fait, je sais pas si ça va être pareil dans cette espèce. Donc, je vais avoir quand même un préjugé qui va être beaucoup plus faible. Donc ça, c'est un des points des statistiques bayésiennes, c'est qu'on peut quantifier notre connaissance a priori, mais surtout aussi notre ignorance du phénomène. Le deuxième point, qui va nous intéresser ici, c'est le postérieur. Donc la probabilité de l'hypothèse ou de théorie, sachant les données, donc c'est ce que l'on sait après avoir fait notre étude. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que ce postérieur, ici, va devenir le prior de notre prochaine étude. Et donc ça va être un des points forts des statistiques bayésiennes, c'est que les connaissances que j'ai récupérées grâce à la nouvelle étude, c'est en fait des connaissances qui me serviront à construire la prochaine étude, et ça va être cumulatif. Chaque nouvelle étude apporte une nouvelle information, qu'elle soit donc qu'elle tende pour une hypothèse vers l'hypothèse nulle ou vers l'hypothèse alternative. Par exemple, qu'il y a une différence d'effet entre les hommes et les femmes, ou des mâles et des femelles dans l'espèce que je regarde. Et un indicateur qui va nous intéresser dans les statistiques bayésiennes et qui va être utile pour le traitement un petit peu ici des biais de publication, c'est le Bayes factor. Alors pareil, je passe pas trop sur la formule. Donc le Bayes factor, en gros, c'est la partie en rouge ici. Mais ça va être la tendance, ça va refléter la tendance envers une hypothèse. En gros, ça va nous dire est-ce que les données sont en faveur plutôt de l'hypothèse nulle ou est-ce qu'elles sont plutôt en faveur de l'hypothèse alternative, l'hypothèse qu'il y a une différence d'effet. Et donc ça va être quantifié avec une valeur. Donc on va avoir une valeur qui va nous dire est-ce que c'est en faveur de l'hypothèse nulle ou est-ce que c'est en faveur de l'hypothèse alternative. Donc ça se note de la manière suivante, Bayes factor, donc BF. Et donc ici on a l'indicateur de l'hypothèse nulle par rapport à l'hypothèse alternative, donc 0 plus ou 0,1, une fois noté 0,1. Et ici on a 25,2. Ça veut dire que notre hypothèse nulle a 25,2 fois plus de chances d'être valide que notre hypothèse alternative. Donc ici, une absence d'effet a 25,2 fois plus de chances d'être vraie que une présence d'effet, donc de différence de taille. Quand la notation est dans le sens inverse, une PF de plus 0, donc c'est l'hypothèse alternative par rapport à l'hypothèse nulle, donc ici par exemple 13,8, ça veut dire qu'on a 13,8 fois plus de chances que notre hypothèse alternative, par exemple une différence de taille, soit vraie comparativement à l'hypothèse nulle. Donc l'avantage des statistiques bayésiennes, c'est qu'on a une réponse qui n'est pas binaire. L'effet existe ou l'effet n'existe pas, comme par exemple dans les statistiques fréquentistes, donc inférieur à 0,05, l'effet existe, supérieur, on ne peut pas conclure. Ici, on a plutôt une probabilité. La réponse n'est pas binaire, ça nous donne une tendance de l'hypothèse. Un autre point positif ici, c'est l'apport pour la théorie. Même si l'effet est à tendre vers l'hypothèse nulle, donc par exemple, c'est ce qu'on observe ici, c'est quand même un bon indicateur que cette théorie semble ne pas marcher. Et plus on va cumuler de données, donc plus il va y avoir d'études dessus, et plus ça va être un indicateur qui sera performant. Et enfin, ça va permettre la publication. Puisque vu qu'on a une valeur que l'on peut mettre sur une hypothèse nulle, on peut quantifier en fait quelle est cette probabilité d'hypothèse nulle, et ça c'est quelque chose qui permet de publier. C'est le fait de pouvoir mettre vraiment une valeur sur quelque chose qui ne semble pas avoir d'effet, c'est quelque chose qui va être accepté par les journaux vu qu'on a une valeur disponible. Donc ça va permettre plus facilement de publier que juste une p-value supérieure à 0,05 qui est un moins bon indicateur de la tendance vers l'hypothèse nulle. Alors on va passer maintenant à la science ouverte. On va voir tout d'abord le préenregistrement, ensuite le registré de report et les données et le matériel ouvert que j'ai réunis dans une seule slide. Donc le préenregistrement, qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, on va déposer sur un site internet ce que l'on va faire. Donc ça peut être un site comme OSF, ça peut en être d'autres. On va déposer ce qu'on va faire avant de faire l'étude. Donc on va déposer le cadre théorique, le nombre de participants que l'on a prévu, la méthode, ainsi que les analyses statistiques que l'on a prévu de faire.
Alors là, on va se demander pourquoi en fait on pose ça sur Internet, qu'est-ce que ça nous apporte. Alors, l'une des premières choses, c'est que ça évite de réécrire complètement l'introduction pour que ça colle au résultat, ce qu'on appelle le arcing. Donc vu que j'ai déjà posé sur Internet mon cadre théorique, et en plus, une fois que je l'ai posé, je ne peux plus y toucher, je ne peux plus revenir dessus, ça évite de réécrire complètement et de dire et de fausser en gros la littérature sur le domaine. Un deuxième point, c'est que le protocole n'est pas modifiable en cours de route. Une fois, en fait, ce qui peut se passer si jamais je ne préenregistre pas mes données, c'est que je fais passer quelques sujets, je vois que les données vont pas tout à fait dans le sens que je voulais, donc je vais modifier le protocole et je vais continuer à faire passer. Mais en faisant ça, en fait, ça va fausser aussi à ce moment-là la littérature. On va pas avoir une bonne estimation une bonne idée de vraiment la littérature scientifique, des phénomènes que l'on cherche ou de la théorie qu'il y a derrière. Donc les deux premiers points portent plutôt sur la théorie. Ensuite, le nombre de participants qui est justifié a priori, ça va éviter le p-hacking. Donc le p-hacking, on l'a vu tout à l'heure, si par exemple je suis à 0.06 dans ma valeur P, et que je rajoute 5 participants, statistiquement, bon, elle va bouger un petit peu, elle va peut-être passer à 0.07 ou à 0.05. Et donc, en rajoutant quelques participants et à chaque fois en regardant les données, on peut arriver à un seuil à 0.05, même si l'effet n'existe pas. Et donc, le fait de justifier a priori les participants, ça va éviter justement ce p-hacking-là. Alors, on peut justifier, ce qui se fait traditionnellement, c'est de justifier les participants sur une analyse de puissance, dire bon j'ai besoin de tant de participants pour avoir 80% de chance de trouver mon effet. Il y a d'autres manières de justifier, comme par exemple le temps ou l'argent disponible. Bon j'ai 1000 €, je dois rémunérer mes participants 10 € par participant, bon je vais pouvoir faire passer que 100 participants. Mais l'avantage c'est qu'on justifie a priori nos participants, notre nombre de participants. Ensuite, vu que les analyses prévues sont déjà écrites avant, ça va aussi limiter le p-hacking. Ça va éviter de multiplier tout un tas de tests et de dire, en fait, c'est ce qu'on avait prévu, et donc ne pas faire de correction statistique sur nos tests. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu la chasse au petit p. Donc, le fait d'écrire avant les analyses qu'on a prévu de faire, ça va permettre d'éviter ça et donc de faire augmenter le risque d'erreur de type 1 que Jean vous a présenté tout à l'heure. Et en plus, un des points positifs au préenregistrement, c'est que c'est de plus en plus demandé par les journaux. Alors ensuite, le Registered Report. Donc là, c'est assez proche du préenregistrement, sauf qu'en fait, il va y avoir un système de peer review avant de collecter les données. Donc on va écrire notre introduction, notre méthode et les analyses que l'on a prévu de faire, et on va les envoyer à une revue qui va les faire peer review, qui va les envoyer donc à d'autres chercheurs dans le monde pour voir si l'introduction est bonne, donc si la théorie est cohérente et si la méthode colle bien aussi avec la théorie, ainsi que les analyses prévues. L'avantage de ça, donc c'est un peu plus, ça permet d'avoir une science de meilleure qualité. Et un des gros avantages, c'est que peu importe les résultats que l'on observe, il va y avoir publication. C'est très rare qu'il n'y ait pas de publication quand on a fait ce système de Registered Reports. Donc ça, c'est vraiment un des gros points positifs, la publication et en même temps une science de bonne qualité puisque l'introduction et la méthode sont review avant de publier. Et une fois qu'on a collecté les données, bien sûr, on écrit les discussions et ça repart en peer review pour voir les données et les discussions. L'inconvénient principal du Registered Report, c'est que ça demande plus de temps en amont. Donc, par exemple, ça va être peu compatible avec le temps pour les mémoires de master par exemple, ou pour une thèse, ça va être un petit peu limite aussi à mettre en place. Donc ça, c'est un des points négatifs du Registered Report. Alors, les données et le matériel ouvert. Ça, donc, on va déposer sur certains sites internet nos données et notre matériel, et ça va permettre aux chercheurs de refaire des analyses et ou de répliquer avec le même matériel. Et donc, ça permet, ça va permettre d'augmenter la confiance dans les résultats, puisqu'en fait, n'importe qui peut refaire des analyses avec les données. Et en même temps, ça permet de répliquer, vraiment faire une réplication quasi exacte, juste l'échantillon qui va changer puisqu'on va avoir d'autres personnes, mais ça permet d'avoir une réplication qui sera le plus proche possible et voir si en fait ce qu'on a observé est vraiment trouvable un peu partout. Donc si l'effet existe vraiment. Et en plus, vu que les données vont être disponibles, ça permet aussi d'éviter que des personnes modifient leurs données pour trouver des résultats. Alors bien sûr, on peut toujours modifier avant de les mettre à disponibilité, mais
avec les métadonnées ou ce genre de choses, des fois, on peut voir quand même si les données ont été modifiées ou pas. Alors, ensuite, il y a un système de badge qui avait commencé à être mis en place par pas mal de revues, en tout cas en psychologie, je pense que ça doit paraître dans d'autres domaines. Donc, quand on met à disposition, quand on va publier, quand on met à disposition nos données, notre matériel et que ça a été préenregistré, on peut obtenir des badges. Ces badges sont un peu un indicateur de bonne qualité des articles. Et donc ça, voilà, ça permet d'être un indicateur intéressant, bien que bon, c'est un peu décrié par certains, mais enfin, en tout cas pour moi je trouve ça intéressant. Alors, la slow science, donc l'intérêt de ralentir la science. Donc la slow science, c'est un manifeste qui a été publié en 2010 sur le site là qui est indiqué, donc vous pourrez aller voir si vous voulez, ça fait qu'une page, hein, c'est vraiment très court. Et dedans, dans ce manifeste, ils nous disent que la science a besoin de temps. Elle a besoin de temps pour réfléchir, pour lire, mais aussi pour échouer. Échouer, répliquer, refaire, essayer de comprendre ce qui ne marche pas, etc. Et donc voilà. C'est un mouvement qui commence à prendre un petit peu d'ampleur, donc qui est encore assez discret, pour essayer de faire de la science de bonne qualité en indiquant qu'on a besoin de plus de temps pour faire de la science. Notamment d'éviter la course à la publication. Donc, tout ça à visée de recherche de qualité. L'inconvénient, c'est que c'est pas réellement mis en place, notamment parce qu'il faudrait refondre un peu tout le système scientifique et notamment d'évaluation des scientifiques, et qu'il faudrait le faire au niveau mondial. Donc c'est assez compliqué à mettre en place, même si c'est quand même, je pense, dans l'ensemble, une bonne idée de ralentir un petit peu la course à la publication. Donc maintenant, je vais vous présenter 3 sites internet qui ont aussi pour visée de traitement un petit peu des biais de publication et du p-hacking. Le premier, donc, c'est celui-ci, Experimental Design Assistant. Sur ce site internet, c'est plutôt donc orienté vers la méthodologie. À l'intérieur, on va rentrer un peu la méthodologie de notre étude. Et ils vont nous poser tout un tas de questions, des questions notamment qu'on est censé s'être posées au préalable. Par exemple, est-ce que votre collecte de données sera en aveugle, en double aveugle? Ils vont faire des recommandations sur ce que l'on peut aussi améliorer, ce que l'on peut changer pour que notre méthodologie soit un petit peu plus propre, un peu plus carrée. Et ils vont aussi faire des recommandations sur les analyses statistiques que l'on devrait faire au vu de la méthodologie que l'on a rentrée. Donc voilà, c'est un site intéressant. Alors apparemment, c'est un site qui est plutôt orienté vers la biologie à l'origine, mais que en fait on pourrait utiliser notamment en psychologie, mais j'imagine aussi dans d'autres domaines. Alors le deuxième site que je vous présente ici, c'est StudySwap. Donc ici, en fait, on va mettre à disposition sur un site internet notre méthode et notre matériel pour faire passer l'expérience. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre dans le monde, un autre chercheur, quelque part dans le monde, qui va faire passer notre étude. En échange, nous, on fait passer son étude avec, donc, il nous fournit son matériel et sa méthodologie, et on va faire passer son étude. Un des gros avantages de ce site, enfin de cette méthode d'échange d'études, ça va être d'éviter le biais expérimentateur. En gros, quand je fais passer une étude, moi, je sais les hypothèses que j'attends, et même si je ne veux pas influencer mes participants, sans le vouloir, je peux quand même les influencer. Donc ça va être le biais expérimentateur. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui ne connaît pas mes hypothèses, qui fait passer mon étude, ça va vraiment limiter ou éviter ce biais expérimentateur. Donc c'est vraiment intéressant, et pareil, donc je peux faire passer les études d'autres personnes. Ça peut permettre aussi, si on cherche une population en particulier, par exemple, c'est un peu le cas qui est indiqué ici, hein, si je cherche des participants dans une société qui est plutôt orienté dans le groupe ou orienté de manière individuelle, en fait, je vais pouvoir demander, par exemple, là, faire passer des participants chinois ou en tout cas asiatiques ou par exemple des participants américains, donc selon ce que je cherche derrière. Donc ça peut permettre de faire passer différentes personnes dans le monde. Le dernier site que je vous présente ici, ça va être Curate Science. Donc ça, c'est un site qui regroupe l'ensemble, qui récupère les réplications des faits. Donc c'est un site qui va vraiment regrouper toutes les études, ou en tout cas la plupart des études, sur un phénomène, pour voir si, quand il y a des réplications, est-ce qu'on réplique vraiment ou pas. Donc si je m'intéresse à un nouveau sujet, ça peut être un bon indicateur de est-ce que en fait mon effet existe vraiment ou pas, ou est-ce qu'en fait il y a eu une fois une étude qui a montré quelque chose, et c'était une étude un peu sexy qui a été publiée, et puis derrière en fait toutes les réplications elles marchent pas. Donc ça peut être un bon indicateur. Alors on voit en plus ici que les badges que je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, on peut les voir qui sont présents.
Alors, enfin, je vous parlais donc du Reproducibility. Donc ça, c'est un journal club, un club de lecture qui a une visée de diffusion des bonnes pratiques. Donc il y en a actuellement, je crois que c'est 111 dans le monde qui ont été faits, dont un à Poitiers, sur lequel vous pouvez être les bienvenus si vous souhaitez vous rejoindre. Donc c'est un journal club. Chaque semaine, on va avoir un article à lire, un article méta-scientifique, et ensuite on va avoir une réunion dans la semaine d'une heure dans lequel on va discuter de cet article méta-scientifique et on va rechercher des solutions aux problèmes qui sont soulevés dans cet article. Donc soit pour les mettre en application nous-mêmes, soit pour nous former en tout cas aux bonnes pratiques qui sont disponibles dans la recherche scientifique. Alors par exemple, tout à l'heure, Jean, au tout début de la présentation, vous a présenté une étude qui disait qu'écouter les Beatles permet de rajeunir. Donc c'est une des premières études qu'on a lues dans ce Journal Club et qu'on a discuté. Et on a vu notamment que c'était en utilisant plein de covariables et sans corriger le seuil alpha qu'on trouvait cet effet. Donc ça, on a pu en discuter et conclure qu'il fallait donc éviter d'utiliser plein de covariables qu'on n'avait pas prévus au préalable, et surtout que si on le faisait, il fallait corriger le seuil alpha, donc le seuil de p-value, de la valeur p. Donc est-ce que c'est toujours 0.05 ou est-ce qu'il faut le réduire, et plus on va ajouter de covariables, et plus il faut réduire le seuil de significativité. Alors bien sûr, ce Journal Club est ouvert à tous, on va du master jusqu'au professeur, et donc en passant par les doctorants, ingénieurs d'études, même les confs, et donc tout le monde est bienvenu si vous voulez nous rejoindre, welcome. Et enfin, donc je vais laisser la parole à Jean pour ce dernier point. Il est en train de créer un MOOC sur les nouvelles pratiques de recherche et sur la métascience, donc je lui laisse reprendre la parole pour parler de ça. Ouais, encore de l'autopromotion du coup, mais oui, effectivement, j'ai un financement pour un MOOC, donc ce MOOC approche de manière asymptotique de sa complétion. J'y ai investi pas mal de temps et beaucoup d'amour. Et une fois qu'il sera mis en place, j'espère que il pourra du coup aider pas mal de jeunes chercheurs dans leurs recherches. L'idée, c'est encore une fois d'aborder la crise de la réplication sous l'angle métascientifique, un peu comme on le fait dans cette présentation avec Thomas. Mais du coup, tout ça, ce sera un cours sur 12 heures avec des évaluations, des exercices, et j'espère que ce sera amusant et fun. Et donc, merci pour votre attention. Alors, merci Thomas, merci Jean pour cette présentation qui personnellement j'ai trouvé qu'elle était complète, en tout cas sur l'abordage des questions. Et éventuellement, c'est tout ce qui est en train de se mettre en place pour essayer d'apporter une réponse à cette question de reproductibilité.